Bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est bon? Enchantée, donc je m'appelle Louise Delaferrière, moi je travaille chez Wattea, by Michelin. Je suis en charge de l'expérience client et j'ai aussi la casquette de Product Owner. Bonjour à tous, Olivier Goutet, Société Openium. Je travaille donc avec Louise sur le projet Wattea en tant que Scrum Master. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter la présentation. Donc Wattea by Michelin booste son projet mobile grâce à la méthode agile et à la team engagée d'Openium. Alors quand on attaque un projet, on a souvent des dizaines de questionnements, plein de possibilités qui s'ouvrent et des choix à arbitrer pour prendre la bonne direction. Et donc, cette présentation va essayer de répondre à cette question si on vous offrait la possibilité de vous concentrer sur l'essentiel. Donc Openium, c'est une société qui est spécialisée depuis 2007 sur la création d'applications iPhone, iPad et Android. Donc on est 22, on a réalisé plus de 300 applications depuis notre lancement. Et on fait des applications mobiles sur mesure. Notre credo, c'est vraiment d'avoir une expérience utilisateur qui est réussie. Et on va vous montrer comment on s'organise pour ça. Notre approche est assez simple, elle se déroule en 3 étapes. Une étape qui est le cadrage, puis la création et enfin le suivi. Sur cette présentation, on va se limiter aux 2 premières parties qui sont cadrage et création. Donc le cadrage, c'est pas seulement, on n'est pas là juste pour faire du développement d'applications mobiles. On accompagne donc les projets sur lesquels on travaille pour l'identification du besoin. Quels sont les objectifs business que vous souhaitez réaliser? L'accompagnement et du conseil. On définit ensemble les objectifs du projet. Qu'est-ce qu'on va aller chercher auprès des utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils attendent vraiment pour le projet? Et la dernière partie, c'est définir la méthodologie. Donc il y a des méthodologies classiques qui s'adaptent très bien à tout un tas de projets. On fait un cahier des charges, je pense que vous connaissez ça. On fait un cahier des charges, on le donne à son prestataire et il exécute. Ce n'est pas forcément adapté à tous les projets. Et là, sur le projet Wattea, en l'occurrence, on est parti sur une méthodologie agile qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pareil, je pense que ce mot-clé agile, qui certaines fois est assez dévergondé, on se retrouve à avoir ce schéma-là qu'on retrouve un peu partout. Et donc le principe, c'est plutôt que de développer tout d'un bloc et de livrer, on se retrouve à développer en itération, en boucle. Cadrage du besoin, design, développement, test, déploiement et on publie. Donc on va continuer à développer donc, avec ces boucles pour faire ce qu'on appelle des itérations qui à chaque fois vont avoir une phase de définition de ce qu'on va réaliser, le design, le développement, la validation, on le met dans les mains des utilisateurs et on recommence jusqu'à qu'on arrive à quelque chose qui est livrable et qui correspond aux demandes du client. Et donc ça, c'est quelque chose qui est adapté au projet mobile dont le périmètre n'est pas encore forcément défini ou avec des évolutions et des améliorations constantes. Juste pour vous donner le cadre, des méthodologies agiles. Avec Openium, quand on travaille dans ce cadre agile, on a plusieurs plus. Le premier, c'est l'expertise. On est là pour challenger, apporter une solution donc, avec de la valeur. Quand on est sur une méthodologie agile, on est là pour développer non pas le cahier des charges, mais développer en premier ce qui est le plus important pour les utilisateurs. On fait des fonctionnalités utiles, on va les faire au plus tôt du projet pour pouvoir livrer et avoir des retours utilisateurs. Notre expertise dans le mobile depuis 13 ans nous permet de vraiment détecter très vite au début des projets les points clés pour pouvoir les développer, les intégrer et les livrer. Deuxième point qui est extrêmement important à nos yeux, c'est de faire simple. Alors faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Faire simple, ça signifie qu'on va aller dans un projet, commencer toujours par faire quelque chose qui est le plus rapide pour livrer au plus vite et apporter de la valeur aux utilisateurs. Je vous donne un exemple, cahier des charges, vous avez un écran de connexion sur lequel il faut se connecter par email password, par Facebook, par Google, par Apple, par Microsoft 365, par numéro de téléphone. Il faut développer tout ça. On va y passer 3 semaines,
Et au bout de 3 semaines, vous aurez une application qui permet de se connecter. Peut-être qu'on peut le faire différemment, c'est-à-dire commencer en faisant simple. On fait email, password, on y a passé 3 jours, et il nous reste 12 jours pour faire des fonctionnalités pour les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos équipes. Faire simple, non pas pour simplifier trop l'application, mais juste pour pouvoir se concentrer sur les fonctionnalités avec de la valeur. Et si les utilisateurs nous demandent par la suite d'avoir, si plusieurs utilisateurs nous demandent par la suite d'avoir une connexion Facebook, eh ben on l'ajoutera, mais on le fera qu'après. Et dernière partie, qui est clé également, l'utilisateur est roi. On fait une application au service des utilisateurs, et pas l'inverse. C'est dur, mais c'est quelque chose de très important. Alors, Watèa by Michelin, qu'est-ce que c'est? Donc, on ne fait pas des pneus, on est bien une filiale du groupe Michelin, mais nous, on ne fabrique pas des pneus. On fait des solutions de mobilité électrique sur mesure pour les flottes de véhicules utilitaires. Et on est by Michelin parce que, au début, il y a 1 an et demi, c'était un projet, une idée qu'il a fallu incuber chez Michelin pour vérifier la valeur qu'il y avait auprès des clients et prouver que oui, ça pouvait fonctionner. On était 8 au départ de cette initiative et donc on nous a laissé 1 an pour effectivement prouver à Michelin que oui, cette idée elle était bonne, qu'elle apportait de la valeur et que les clients étaient prêts à payer pour ça. Et donc ça a été une réussite puisque au bout d'1 an d'incubation, le groupe Michelin a décidé d'investir sur notre initiative. On a créé du coup une filiale pour supporter l'expansion de l'activité et faire en sorte d'aller chercher toujours plus de clients. Et donc la filiale a été créée au mois de juillet. Vous voyez que c'est tout récent, mais avec 1 an et demi d'historique sous forme d'initiative. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Michelin et pourquoi, chez Watèa by Michelin et pourquoi on l'a fait? En fait, au départ, quand on a commencé ce projet, on était 8 à être convaincus qu'il y a urgence à faire quelque chose pour la planète. C'est pas un sujet nouveau et on voulait vraiment, à notre échelle, pouvoir participer à justement améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de carbone. La transition énergétique aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Vous en entendez parler partout. Et c'est un sujet incontournable. Incontournable parce qu'il y a des réglementations qui sont en train d'arriver. Alors vous avez peut-être entendu parler de la loi LOM, qui impose de renouveler 10% de sa flotte en véhicules utilitaires, en véhicules électriques, et puis que les entreprises commencent à prendre des engagements forts pour la transition énergétique. Vous avez l'exemple du groupe EDF qui a annoncé qu'en 2030, 100% de sa flotte serait électrique. 2030, c'est dans moins de 10 ans, donc c'est des engagements assez forts. Et puis vous avez aussi les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ce sujet et pour qui c'est devenu vraiment un critère d'achat. Donc cette transition, elle est vraiment nécessaire. Par contre, elle est compliquée. Elle est très compliquée parce qu'en fait, elle rabat toutes les cartes de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui avec le thermique. Et ça remet en cause les types de véhicules qui ne sont pas les mêmes, c'est pas la même technologie. Ça remet en cause toute la notion de recharge. Aujourd'hui, vous avez des stations essence qui sont absolument partout. Vous avez du diesel, du gasoil. Par contre, pour recharger un véhicule électrique, c'est pas si simple que ça. Il y a de plus en plus de bornes, mais par contre, est-ce qu'elles sont bien compatibles avec votre véhicule? Est-ce qu'elles sont disponibles? Et ça, c'est vraiment des choses qui sont difficiles quand vous voulez basculer. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment accompagner la transition énergétique des flottes de véhicules utilitaires. Et pour ça, on s'est vraiment fixé une ligne guide. On veut proposer à nos clients une expérience simple et facile. Cette transition, elle est inquiétante pour les professionnels parce que justement, elle est complexe. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de simple qui rende cette mobilité accessible, durable et simple. Et faire simple, c'est compliqué. Et faire simple, c'est super compliqué, effectivement. Concrètement, en 2 mots, nous, ce qu'on propose, c'est donc une offre tout inclus où on va venir associer toutes les briques nécessaires pour pouvoir basculer dans la mobilité électrique. Donc, on vend sous forme d'abonnement mensuel le véhicule dont le client a besoin. Donc, on va venir auparavant bien vérifier son usage. Donc, on vend le véhicule. On propose aussi les solutions de recharge qui sont nécessaires aux clients. Ça peut être des recharges à domicile, ça peut être des recharges sur le lieu de travail, ça peut être des recharges en itinérance.
On va proposer aussi un accompagnement physique terrain. On a vraiment des équipes dédiées qui viennent chez les clients pour les accompagner dans cette transition. Et puis, on va proposer aussi un bouquet de services. Et ce bouquet de services, tu peux passer Olivier si tu veux, ça va nous amener vraiment au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Dans ce bouquet de services, on met à disposition de nos clients un portail web depuis lequel ils vont pouvoir voir leurs véhicules électriques, savoir où ils sont, savoir si le véhicule a besoin de se recharger ou pas. L'objectif, c'est vraiment de garder un œil ouvert sur la flotte. Et puis, deuxième produit qu'on développe dans ce cadre, c'est une application mobile qu'on donne aux chauffeurs et qui leur permet justement d'être accompagnés sur ce sujet de l'autonomie, de recevoir des alertes quand le véhicule est à court d'autonomie, de savoir quelles sont les bornes qui sont autour de lui et qui sont compatibles avec son véhicule. Donc, voilà, on essaie vraiment d'être au quotidien avec eux. Et donc Olivier le disait en introduction, nous, quand on a cherché un partenaire pour développer ces services digitaux, on a choisi la méthodologie Agile Scrum pour trois raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit dans l'introduction, on avait 1 an pour prouver que notre offre, elle tenait la route et que les clients étaient prêts à payer pour ça. Et 1 an, c'est très rapide. On partait vraiment de rien. On verra après un peu la timeline et comment on a développé le projet, mais en 1 an, faire vite, c'était vraiment crucial pour nous. Il fallait qu'on arrive à prouver et à démontrer en 1 an que l'offre tenait la route. Donc il faut le temps de mûrir l'offre, il faut le temps de la développer, il faut le temps de la tester auprès des clients et d'en faire le bilan. 1 an, c'est long. C'est court, pardon. 1 an, c'est très court. La souplesse, on est donc dans un contexte un peu particulier aujourd'hui où la mobilité électrique, c'est nouveau et on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Donc voilà, on n'est pas sur une autoroute, on est plutôt sur un chemin cabossé. Donc il faut savoir parfois prendre quelques raccourcis, changer de direction. Et ça nécessite vraiment de pouvoir être le plus souple possible pour adapter le projet à l'environnement qui bouge beaucoup et aux besoins qui bougent beaucoup. Et les besoins, ça m'amène au 3e point qui est les utilisateurs. La méthode Scrum, elle vous amène vraiment régulièrement, et je parlerai après du timing de cette méthode, elle vous amène vraiment régulièrement à vous reposer la question de est-ce que ce que je suis en train de développer, ça correspond à ce que veut mon client. D'accord ? On est en méthode Scrum, on est vraiment sur des temps très courts. Nous, on a choisi de travailler sur des laps de temps de 15 jours. Et ça, tous les 15 jours, vous vous reposez la question, vous vous rechallengez pour dire mais est-ce que c'est bien ça qu'il faut à mon client ? Et on avait besoin de ça pour effectivement définir le produit qui allait bien à notre client. Alors voilà la fameuse timeline qu'on va vous commenter avec Olivier. Et même avant, donc janvier 2020, qu'on retrouve tout à gauche. Normalement, je dois pouvoir faire. Bon. Voilà, vous aviez déjà commencé à réfléchir au projet, et entre ce qui a été réfléchi avant janvier 2020 et ce qui a été commencé à être développé vers la prise de contact ou vers mai, c'était déjà plus le même projet. Donc imaginez dans le cadre où on a un cahier des charges qu'on doit transmettre. On aurait développé quelque chose qui ne correspondait pas aux besoins. Et puis on ne savait pas non plus dans 1 an où est-ce qu'on allait aller exactement. Ça aurait été très prétentieux de dire dans 1 an, je sais exactement ce que veut mon client et qu'est-ce qu'il va falloir développer. Donc effectivement, l'initiative a vraiment démarré en janvier 2020. Donc on s'est retrouvé, l'équipe des 8, à se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a une idée, mais comment on s'y prend ? Et donc on a pris le premier contact avec Openium, ça a été effectivement en février, pour définir la bonne méthode de travail qui allait pouvoir nous permettre de délivrer vite et donc du coup de tester vite. Et donc on a décidé effectivement ensemble de travailler avec la méthodologie Scrum. Effectivement, Watèa était convaincu dès le départ que c'était ce qu'il fallait faire. Donc bon, peut-être que certains d'entre vous ont été confrontés à des clients qui, déjà, il faut commencer à les convaincre à faire de la méthodologie agile avant d'en parler. Là, vous étiez déjà convaincus, donc ça a été la première étape, mais il s'agissait de comment le mettre en œuvre. Ouais, exactement. Et
Et du coup, donc, voilà, la première prise de contact, on décide de travailler en agile. Et puis, entre février et mai, c'est l'occasion pour nous, l'équipe Wattea, de vraiment décrire les contours de l'offre. Vous l'avez vu, notre offre, elle n'est pas que digitale. Il y a des véhicules et des offres de recharge. Donc, il a fallu monter tout le package d'abonnements avant de commencer à voir comment est-ce qu'on allait soutenir cette offre avec les outils digitaux. Et donc, on s'est retrouvés en mai pour le sprint 0. Peut-être que tu veux en dire deux mots sur le sprint 0. Qui n'existe pas, hein. Ouais. Donc le sprint 0 n'existe pas, mais on verra ça à la slide juste après, et on reviendra dessus en détail. Donc on a eu un petit mois pour travailler sur ce sprint 0, et on a vraiment débuté les développements début juin. Début juin, avec l'ambition, en septembre, de mettre entre les mains d'un premier client en test la solution. 3 mois, avec au milieu les vacances d'été. Donc ça a été un espace-temps, c'était un vrai challenge de pouvoir sortir quelque chose qui soit présentable à un client et qu'on puisse vraiment mettre après entre les mains d'un client qui était prêt à payer. Le premier client prêt à payer, il a eu la solution en octobre. C'était le groupe Colas. Il y avait quelques attentes derrière, il fallait quand même qu'on ait une solution un peu solide pour poursuivre ce groupe. Et puis ensuite, d'octobre vraiment à décembre, on a récupéré les retours utilisateurs au fur et à mesure pour améliorer en permanence notre solution, et ce qui nous a permis de sortir en décembre la version 2 de nos outils sur l'application mobile et puis sur le portail. Et puis on a continué l'aventure en sortant une version anglaise en mars. Et puis ensuite, on a continué à travailler sur d'autres sujets. Au début, la solution était vraiment centrée sur l'accompagnement de l'autonomie, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Demain, il faudra accompagner nos clients sur d'autres problématiques. Et donc, on a commencé à travailler sur des fonctionnalités autour du keyless, du partage de véhicules et de l'IoT. Et donc, en juillet, on a pu sortir une fonctionnalité qui permet de tracer les équipements que nos clients emmènent dans leur véhicule et de les alerter s'ils oublient quelque chose, par exemple, sur un chantier ou ailleurs. Voilà, on est dans un salon IoT, hein, mais ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. Mais voilà, si vous avez des questions dessus, on pourra y répondre avec plaisir. Et donc, ces points clés pour un lancement commercial en moins de 18 mois. Donc, vous avez vu qu'il y avait déjà des versions utilisateurs qui étaient présentes avant. On a commencé donc par un sprint 0. Alors, la méthodologie agile, Scrum, dit que le sprint 0 n'existe pas. On s'en sert, nous, comme sprint d'initialisation. Louise, tu n'étais pas forcément à l'aise avec toute cette partie écriture de user story pour que les développeurs aient le bon niveau d'information. Donc ça nous a servi, on a travaillé ensemble pendant quasiment un mois. Ouais, en fait, alors moi c'est ma première expérience avec cette méthode agile, c'est ma première expérience de développement de produits informatiques. Par contre, je sais ce que le client a besoin, je sais exprimer un besoin fonctionnel pour dire je veux ce résultat. Et tout ce travail qu'on a fait pendant le sprint 0 était justement là pour bien écrire et bien définir ce besoin. Et être sûr que la manière dont j'exprimais ce besoin, elle était bien intelligible par les développeurs pour qu'ils puissent ensuite développer vite. Donc ça a vraiment été un moment crucial qui nous a permis aussi un peu tous de s'aligner sur une même vision et de partager là où on voulait aller. Et donc, à l'issue de ce sprint 0, on a attaqué les développements et on est resté dans un cadre Scrum avec se dérouler en sprint, donc cadencé en 2 semaines, et après tous les événements qui vont autour. Et donc, ce cadre méthodologique, d'arriver à imprimer une dynamique de développement cadencé toutes les 2 semaines, a été en fait bénéfique pour le projet. C'est assez contraignant. Imaginez une équipe business, on lui dit il faut que tu sois là tous les jours avec nous, que tous les 15 jours, on peut rechanger les priorités. C'est quelque chose qui finalement a été non plus perçu comme une contrainte, mais plutôt comme un sérieux avantage. Ouais, on en reparlera derrière, effectivement, des avantages de cette méthode, mais c'est vrai que ce cadre méthodologique, il est très rassurant, il est très structurant, et il vous ramène toujours en fait à l'essentiel. Et le timing qu'on avait décidé, donc c'était sur 15 jours, on aurait pu choisir une semaine ou 3 semaines, mais on l'a choisi avec l'équipe. Et donc tous les 15 jours, on se repose la question, tous les 15 jours, on se remet en situation. Et ça pour nous, c'est un vrai facteur clé de succès pour ce lancement commercial.
Voilà, pour qu'une équipe Scrum marche bien, il faut des développeurs expérimentés qui soient capables de challenger le besoin, d'apporter les solutions techniques au plus vite avec des cadences de développement qui sont assez serrées. Et donc, bien entendu, on a des équipes de développeurs expérimentés qui ont permis d'aboutir à ce lancement commercial, mais pas que. Si vous voulez des simples exécutants, il ne faudra pas venir chez nous. Toutes les équipes d'Openium sont vraiment là pour challenger le besoin, apporter leur expertise. Et au quotidien, c'est pas forcément toujours facile à vivre, mais ça s'est plutôt bien passé. Parce que, effectivement, dès qu'il y a une fonctionnalité qui paraît pas logique dans le contexte mobile, ben là, effectivement, les équipes interviennent et c'est pas juste OK, je lis la user story, je l'exécute ou je la développe. Mais heureusement. Heureusement, parce que justement, une équipe expérimentée, elle a vu d'autres projets et elle est capable de se projeter sur le besoin que j'ai pu exprimer. Et effectivement, heureusement qu'ils ont réagi, heureusement qu'ils ont challengé en disant mais attention, si on a bien compris ce que tu veux, si tu fais ça, ça va produire tel résultat. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et donc là, c'est là où ces itérations, elles sont essentielles pour pouvoir avancer plus vite. Donc une équipe expérimentée, heureusement qu'elle était là. Et donc voilà, un des objectifs c'était de faire simple, hein, comme on le disait, c'est le plus compliqué de faire simple. Et donc même sur une user story, sur une description de besoin, comment est-ce qu'on va réussir à la faire plus simple? Et donc ça c'est des itérations, des allers-retours à faire entre l'équipe de développement et le PO, et c'est d'ailleurs pour ça que le PO est intégré à l'équipe. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été un des leitmotivs et qui a permis de compresser les délais de manière assez forte. Et faire simple, on en parle depuis le début, mais je redis le sujet. On est dans un contexte là, de mobilité électrique qui est un peu angoissant. Il faut impérativement se dire voilà, qu'est-ce qui est le plus simple pour l'utilisateur et qu'est-ce qui va lui permettre d'avoir du coup, une expérience facile avec toutes ces nouveautés. Et bien sûr, hein, comme vous l'avez senti, Louise est avec nous aujourd'hui pour vous présenter ça, une collaboration étroite. On travaille tous les jours ensemble, on a travaillé tous les jours ensemble depuis le lancement du projet et on crée une synergie d'équipe. On est prestataire, on est là pour intervenir sur un projet, mais au quotidien, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment une collaboration étroite. Vous le lisez partout, hein, c'est pareil, tout le monde en parle. Dans les faits, ça se vit et clairement, c'est ça qui a créé la dynamique d'équipe au niveau business et au niveau développement. Et si on arrive à mettre ça en place dans le cadre d'un projet, pas forcément en agilité, mais dans le cadre d'un projet, c'est extrêmement bénéfique, et d'autant plus dans le cadre d'une méthode Scrum. Ouais, effectivement, on travaille tous les jours ensemble, et si on n'arrive pas à créer cette collaboration étroite, en fait, ça met des silos entre l'équipe de développement et le business. Et en fait, non, c'est les deux qui doivent travailler ensemble et collaborer, sinon ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Donc c'est vraiment important que le PO investisse du temps avec les équipes de dev et qu'il soit disponible. Si vous n'avez pas ça, ça pourra pas avancer. Et bien sûr, le dernier point clé dans la collaboration étroite, c'est pas qu'entre les équipes techniques et le PO, c'est également avec les utilisateurs qui étaient intégrés au développement, ce qui permet d'ajuster, hein, c'est ce qui illustre cette illustration. On sait où on veut aller, il y a des chemins, et puis l'utilisateur va nous aider à rester sur le bon chemin en nous donnant un input qu'on prend en compte ou pas, et c'est d'ailleurs un des rôles clés du PO de savoir où on va, mais de quand même s'adapter au retour utilisateur. Et donc ça, c'est vraiment également un des points clés. Si vous n'avez pas d'utilisateur et que vous partez sur une méthodologie Scrum, la phase de développement va très bien se passer, mais vous risquez de taper à côté. Et ça, c'est un des points clés sur lesquels il faut faire attention. Alors, donc le bilan des avantages. On a des avantages qui sont, lorsqu'on travaille sur des méthodologies agiles, on a 3 avantages. Le premier, c'est un avantage qui est financier. L'avantage financier, il est assez, en fonction de sa maturité, soit simple à comprendre, soit un peu difficile. Quand on développe, on va commencer par ce qui apporte le plus de valeur aux utilisateurs. C'est-à-dire, on va commencer par les choses clés du projet, les choses idéalement les plus simples qui apportent le plus de valeur. Ce qui fait que peut-être au bout de 2, 3, 4, 5 itérations, on aura fini le projet. Le cahier des charges, il aurait fait 200 pages. Là,
les fonctionnalités clés correspondaient peut-être à 50 pages du cahier des charges. Donc, on est capable de développer les fonctionnalités les plus importantes priorisées par le PO au départ. Et si le projet vous convient plus tôt, eh ben on arrête. On ne va pas continuer à développer la connexion Facebook ou Office 365 si personne n'en a besoin. Donc ça permet, la création rapide de valeur permet de minimiser le coût de développement, parce qu'on peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et on peut également commencer avec un budget limité. On inscrit quelques fonctionnalités, et puis on interviendra dessus. Si les utilisateurs font des retours, on reviendra sur le projet et on rajoutera des fonctionnalités. Et voilà, c'est vraiment dur, hein. On a tous envie d'avoir un MVP, donc Minimum Variable Product, pardon. Et ce MVP contient souvent beaucoup trop de choses. Donc voilà, il faut faire au plus simple, et c'est vraiment un travail collaboratif pour que des méthodes agiles soient quelque chose qui soit plus économe et qui propose des avantages financiers. Quand la première fois on est allé voir Michelin et qu'on leur a expliqué qu'on allait développer en agilité, la tête de l'acheteur était quand même particulièrement intéressante. Vous voulez développer un truc, je ne sais pas ce que je vais avoir, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez terminé, et alors effectivement, oui, vous aurez des choses que vous ne souhaitiez pas au départ, mais qui sont demandées par vos utilisateurs, et des choses que vous voudrez que vous n'aurez pas. On a réussi. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. Alors au niveau des avantages organisationnels, moi la chose qui m'a le plus marqué en travaillant avec cette méthode Scrum, et qui peut faire peur au début, mais en fait c'est un vrai avantage, c'est que cette méthode, elle permet de fixer un cadre. Et ce cadre, une fois qu'il est fixé, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très rassurant et il est très structurant. Le cadre, c'est quoi ? C'est fixer finalement le terrain de jeu dans lequel l'équipe va pouvoir évoluer. Et une fois qu'elle connaît son cadre, c'est elle qui va prendre ses décisions, c'est elle qui va décider le chemin qu'elle va prendre pour arriver à l'objectif. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre les bonnes décisions et puis de travailler de manière autonome. Donc on fixe les règles du jeu à l'équipe, elle sait ce qu'elle a à faire, chacun connaît son rôle, chacun connaît le cadre de décision, chacun peut se projeter, et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus autonome. Quelque chose qui m'a marqué venant du groupe Michelin, c'est que je viens d'un groupe qui est historique, industriel, et qui a toujours eu l'habitude de travailler plutôt sur une organisation assez hiérarchisée. Et en fait, là, dans la méthode agile, vous n'avez pas cette notion de hiérarchie, parce que chacun a un rôle, chacun sait ce qu'il a à faire, donc c'est pas la peine qu'il y en ait un qui dise « il faut que tu fasses ça ». Non, moi, je vais donner à l'équipe la direction, je vais dire « voilà où je veux arriver ». Par contre, c'est eux qui vont décider de « tu veux arriver là, on va commencer par faire ça et on va inscrire ça dans le sprint prochain. Et ça répondra à tes attentes. Mais c'est pas moi qui vais leur dire « vous travaillez sur ce sujet ». Et en fait, on se rend compte que ça marche. Que cette liberté-là, non mais c'est très surprenant pour une ancienne Michelin comme moi, j'avais jamais travaillé comme ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Une fois que le cadre il est défini, chacun sait où il doit aller, comment il doit le faire, et chacun peut prendre ses décisions. Et puis je pense que, tu le diras peut-être, mais c'est aussi très valorisant pour l'équipe, parce qu'une fois que ce cadre il est posé, on peut se faire confiance, puisqu'on sait que chacun sait ce qu'il a à faire. Donc moi j'ai trouvé que ça m'a beaucoup marqué, parce que j'avais jamais travaillé comme ça, et que ça a été un vrai plus, vraiment un vrai plus. Oui, effectivement, il n'y a pas de hiérarchie dans une équipe Scrum, hein, c'est ce qu'on lit dans les livres. Le mettre en œuvre, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des Scrum Masters qui en fait sont des chefs de projet sur lesquels on a changé le titre sur la carte de visite. Ça se passe pas forcément très très bien. Là, en l'occurrence, on avait un cadre organisationnel chez Wattea qui était top, et l'équipe qui a pu intervenir et qui s'est auto-organisée, étant expérimentée, en plus, ça a bien déroulé. Et puis en termes de stratégique, ce qui est intéressant, c'est que finalement cette méthode, en morcelant 15 jours par 15 jours, elle nous permet d'être beaucoup plus réactifs, et du coup aussi de pouvoir éviter des pièges ou des risques qui pourraient arriver. Et ça, cette agilité, dans le cadre de nos projets, c'était vraiment nécessaire. L'autre point, c'est que
la méthode agile, on l'a utilisée dans le cadre de l'équipe de développement qui travaille au sein d'une grande équipe. Maintenant, on est presque 80, pour vous donner un ordre d'idée. En un an, on est passé de près de 8 à 80. Et aujourd'hui, cette méthodologie, elle transpire un petit peu sur les autres services, et notamment le service marketing produit, avec lequel on travaille en étroite collaboration, mais eux ont vu finalement comment est-ce qu'on arrive à travailler et comment est-ce qu'on arrivait à délivrer assez vite. Et ils se sont un peu, mais ils se sont même pas un peu, ils se sont calqués sur ce timing et sur le fait de constamment se remettre en question et se repositionner pour apporter de la valeur aux clients. Et c'est amusant de partir d'une petite partie de l'équipe, et ben finalement on sent que cette méthodologie elle pourrait être appliquée aussi à d'autres services de l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose, voilà, on entend méthodologie Scrum, ça s'adapte très très bien au développement, c'est conçu pour à la base. Néanmoins, ça peut marcher à une usine de yaourt. On ne va pas avoir ces sprints de développement ou des choses comme ça, bien sûr, mais il y a tout un tas d'autres principes que Louise vient de dénoncer qui permettent d'impacter la culture d'entreprise et de voir que ça peut marcher pour une équipe de développement. Voilà, se donner cette cadence de sprint sur d'autres objectifs et d'autres métiers, finalement, ça se passe plutôt bien. Et en tout cas, ça crée une dynamique qui est intéressante chez Wattea. Voilà, on a fini la présentation en espérant que ça vous ait inspiré. Et bien sûr, on est disponible pour répondre à vos questions, que ce soit techniques, organisationnelles ou autres. Et c'est moi qui ai le micro des questions. Donc. Pour la retransmission. Du coup, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais juste une petite question au niveau organisationnel, effectivement. Vous dites que vous impliquez énormément le client avec lequel vous travaillez. Vous avez l'air de raconter que vous avez vraiment travaillé ensemble pendant tout le processus. Comment est-ce que vous faites? Puisque j'imagine que ce n'est pas le cas pour tous les clients. Il y a des clients qui peut-être sont moins disponibles ou qui ne vont pas pouvoir être toujours sur place et faire l'effort, comme vous le disiez plus tôt. Comment est-ce que vous faites pour vraiment réussir à impliquer jusqu'au bout le client dans le processus de développement, surtout quand c'est des clients qui peut-être ne sont pas techniques du tout? C'est la question toujours un peu épineuse parce qu'effectivement, la disponibilité du client, ils travaillent, ils ont aussi un métier, donc effectivement, ils ne sont pas forcément toujours disponibles. Après, c'est souvent un peu le relationnel qui joue. Et puis le fait de... Là, on est vraiment dans un projet un peu nouveau, donc quand on en parle avec les clients, il y a une espèce de dynamique qui se forme. Et on est capable du coup de les appeler et leur dire écoute voilà on a pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut avoir un retour? Alors nous on a deux approches. Quand on réfléchit à notre roadmap produit, alors on a chez Michelin un service qui est capable d'aller tester ces hypothèses clients sur un certain panel de clients, d'accord? Donc on va venir tester ces hypothèses-là pour valider que effectivement ça répond bien à un besoin. Et puis ensuite, sur ce qu'on a déjà testé et ce qu'on va mettre entre les mains des clients, nos clients utilisateurs, on les connaît bien. Et donc, on a cette deuxième phase de retest, je veux dire, c'est pas français du tout, mais on va retester ensuite avec eux. Donc, on a vraiment deux moyens, deux techniques de garder le client au centre de nos attentions. Il y a deux biais qui sont vraiment faciles à atteindre, ce qu'on ne veut pas. Le premier, c'est de se dire, je connais les utilisateurs, ou quelqu'un qui a vu un utilisateur, a vu un utilisateur, a vu un utilisateur, donc je sais ce qu'il veut. Et donc rester proche, c'est quelque chose de compliqué. Et il y a une sorte de balance à trouver entre Louise souhaite sur le projet avoir telle fonctionnalité, c'est clé, c'est la stratégie. Et donc, on va le développer, même si on n'a pas forcément des retours utilisateurs dans ce sens-là, parce que c'est la stratégie, peut-être qu'ils ne le savent pas encore qu'ils le veulent. Mais effectivement, il faut rester assez proche des utilisateurs. C'est pour ça que le PO doit être en contact avec le plus proche possible des utilisateurs. Et le deuxième problème que vous évoquez, c'est effectivement, premier sprint, je présente la connexion par email. Vous testez? Cool. Le mec, il a pris 2 heures dans sa journée pour venir tester une connexion par email. La fois d'après, vous lui proposez la connexion par Facebook, il va être content de venir.
Donc voilà, bien entendu, il faut livrer des choses qui ont une valeur pour les utilisateurs, parce que si vous livrez quelque chose et que vous impliquez votre client pour lui dire je vous propose la connexion et la semaine prochaine vous aurez la liste des véhicules, bon, voilà. Donc il faut arriver à trouver des itérations, peut-être le demander toutes les 2 itérations si on n'a pas eu le temps d'apporter suffisamment de valeur, mais vraiment demander à l'utilisateur quand on a une réponse à son besoin, qui est un besoin fonctionnel, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'il souhaitait avoir, c'est à ce moment-là qu'on va le solliciter. Et plutôt que le perdre à chaque itération, on va plutôt le motiver à chaque itération. Et on est toujours en train de chercher le bon moment où on sollicite les utilisateurs, parce que ça dépend des utilisateurs. Il y en a qui vont être intéressés par un petit bout et d'autres qui vont attendre la fonctionnalité globale. Bonjour. J'aurais aimé avoir une petite précision. Comment est-ce que vous avez fait pour... donc vous avez pris un client avec qui vous avez développé le projet, mais comment rester dans les clous, c'est-à-dire ne pas faire un produit pour ce client uniquement et pour d'autres clients qui seront capables d'acheter cela? C'est toute la difficulté et effectivement ça a été un gros enjeu pour nous parce qu'on a en plus des utilisateurs qui sont assez différents dans leur mobilité électrique. On a des clients qui vont faire la livraison par exemple et puis on a des clients qui vont travailler sur des chantiers BTP. Donc là le besoin il est radicalement différent et c'est pas toujours facile et on n'a pas forcément toujours pu tout tester et valider toutes les options. Donc là il faut essayer de faire simple. Il faut essayer de se dire voilà, qu'est-ce qui va être le plus simple pour le client. Mais on ne peut pas tout tester dans tous les cas. Ça, c'est vrai. Donc l'idéal, c'est d'avoir un panel pour chacune de vos cibles. On arrive ça à bien le tester dans les tests amont. C'est parfois plus difficile quand on n'a pas de client qui a acheté, notamment au niveau de la livraison, ça a été un peu plus long chez nous pour déclencher l'acte d'achat, donc on a pu travailler avec tout ce qui était BTP, etc. Mais la livraison, là on est en train de retester avec eux effectivement nos offres pour s'assurer qu'effectivement dans leur quotidien, ça répond bien à leurs besoins. Mais c'est dur, hein. C'est dur. On a fait sur les développements, on a développé des fonctionnalités en long, en large et en travers, et finalement on est revenu un peu dessus parce qu'on est allé trop loin et c'est naturel lorsqu'on développe un produit. Ah oui, mais si j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça. Donc faire simple, c'est compliqué et donc apporter rapidement quelque chose adapté à un client, c'est pas très cher. Si on fait toutes les options avec tous les réglages pour tout le monde, là ça devient très cher. Et donc on est capable, d'une certaine manière, de satisfaire un client en particulier d'un domaine, et après effectivement il faut trouver suffisamment spécifique ou suffisamment générique pour s'adapter à chaque client. Mais si on fait simple, en fin de compte, la question se pose déjà un peu moins, parce que quel est le coût d'apporter une fonctionnalité pour les clients qui sont livreurs? En un sprint on le fait. C'est sûr que si on dit j'en ai pour 4 mois, le budget n'est pas le même et donc la décision est un peu plus difficile. Mais le curseur entre le générique et le spécifique à chaque client est difficile à connaître et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des PO qui connaissent bien le métier ou des commerciaux qui remontent des choses assez précises parce que moi je ne suis pas spécialiste en livraison de colis. J'en ai fait, je vois à peu près, mais je ne suis pas spécialiste. Donc en fait on a besoin d'avoir des contacts avec les clients pour avoir des retours d'une partie, à la fois faire la partie générique mais répondre également spécifiquement. Donc je ne pense pas que ce soit la réponse la plus précise possible, mais la réponse, ça va être ça dépend. Et ça nous est arrivé du coup de stopper une fonctionnalité, ça m'est arrivé de stopper la fonctionnalité en disant là on va trop loin, on n'a pas pu vérifier qu'effectivement c'était bien ça qui répondait, donc on arrête. On reste avec cette version-là, on va la tester et on verra après s'il faut la préciser et aller plus loin. Là, la tendance à faire le produit le plus parfait, c'est pas forcément la bonne approche. C'est une approche naturelle. Hein. Je livrerai quand c'est fini, quand ça sera nickel, quand on aura développé toutes les fonctionnalités. Machin. Et on est tombé dans ces travers hein, également, mais Louise hier a envoyé un message sur Teams que j'ai beaucoup aimé, c'est on livre, on verra. Et puis s'il manque une fonctionnalité, on la fera plus tard. Et ça, c'est une décision qui est difficile à expliquer quand on est habitué à vendre des produits finis. Le développement et l'itératif est quelque chose de compliqué. Mais voilà, on y arrive.
Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir par rapport à ce que vous avez développé. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport au projet? La suite, c'est quoi? Maintenant que vous avez développé, j'imagine, vos V1, V2, V3, où est-ce que vous en êtes? Alors, dans la mobilité électrique, la première chose à faire, c'est de rassurer nos utilisateurs sur le fait que, oui, on peut changer de technologie, on peut basculer dans cette mobilité électrique et on va les accompagner pour bien gérer l'autonomie. L'autonomie, c'était vraiment le point qui angoissait nos clients et on savait que c'était là-dessus qu'il fallait les rassurer et les accompagner. Dans quelques années, tout le monde aura l'habitude tout le monde aura intégré cette notion d'autonomie et ce sera plus une angoisse comme ça peut l'être aujourd'hui. Donc dans 3 ans, il va falloir proposer autre chose à nos clients. Et donc on est en train de travailler sur des fonctionnalités qui vont permettre à nos clients de rentabiliser leur investissement, parce que effectivement le véhicule électrique c'est quelque chose de cher. Il va falloir qu'ils investissent dans des infrastructures de recharge. Donc il y a un impact financier pour les clients qui est assez important. Donc on travaille sur des fonctionnalités qui vont permettre de rentabiliser cet investissement. Par exemple, on va travailler sur des fonctionnalités de partage de véhicules. Un véhicule, il n'est pas toujours utilisé par une seule et même personne. Et bien dans ce cas-là, on va proposer des solutions pour mutualiser cet usage. Et puis, on se rend compte aussi que les clients souvent perdent du matériel, perdent beaucoup d'argent justement sur ces pertes d'équipement. Donc on est en train de travailler sur des fonctionnalités qui vont permettre de retrouver des objets quand ils sont perdus. On est en train de travailler sur des solutions de sécurité pour par exemple les personnes qui font la livraison, qui puissent sortir du véhicule et qu'on met des systèmes on est en train d'imaginer des systèmes de sécurité pour éviter le vol de colis. Voilà, ça c'est vraiment l'avenir pour améliorer toujours la mobilité en électrique. Mais effectivement, on le fait étape par étape. Les projets manquent pas, les équipes de développement sont limitées. Donc effectivement, il y a une question de priorisation qui arrive, parce que des projets, pas de souci, il y en a plein. Et voilà, il y a des challenges techniques qui ne sont pas que sur les applications mobiles, parce que l'équipe est plus grande que juste Openium. Mais oui, il y a encore plein de choses qui arrivent et il va falloir prioriser tout ça dans le backlog pour garder cette cadence de 15 jours et d'arriver à livrer toujours, tous les 15 jours, des nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon salon. Merci.